Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et quand on parle du 18 juin et d'histoire, on pense évidemment à l'appel du général de Gaulle, de son micro, et cet appel qui n'a jamais été enregistré par la BBC d'ailleurs, mais je vous propose ce matin de plonger plus loin dans le passé, et plus précisément le 18 juin 1815 en Belgique. 18 juin 1815 où a eu lieu la bataille de Waterloo. Et pour en parler, nous avons David Chanteran avec nous. Bonjour David Chanteran. Bonjour. Donc vous êtes historien, vous êtes directeur du patrimoine de Rueil, rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la bataille de Waterloo ? Qui sont les protagonistes de cette bataille ? Alors, il faut se rappeler un peu dans quel contexte ça se déroule. Cette bataille suit le retour de Napoléon après son premier exil qu'il avait passé pendant 9 mois sur l'île d'Elbe. Il avait abdiqué une première fois, on le sait, à Fontainebleau. Et il revient donc pour 100 jours, les fameux 100 jours. Dans un premier temps, il tente par tous les moyens d'éviter l'affrontement avec les coalisés européens, dont on va parler. Mais lorsque ce retour s'effectue, il se fait au détriment, on le sait, du roi Louis XVIII, qui a repris le pouvoir depuis son départ donc, de Fontainebleau. Et ce retour aux Tuileries, le 20 mars 1815, se double donc de la condamnation des coalisés réunis au fameux Congrès de Vienne. Alors, dans ces coalisés, on retrouve à la fois, bien entendu, la Russie, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, et parmi les participants à ces congrès et à ces réunions, il y a bien entendu l'ancien ministre des Relations extérieures, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait le ministre des Affaires étrangères français, qui est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Il a été envoyé par Louis XVIII pour essayer d'atténuer la sanction qui pourrait peser sur la France, cette France napoléonienne. Et donc lorsque Napoléon revient donc aux affaires, eh bien, les coalisés, comme un seul homme, décident de mettre au banc de l'Europe Napoléon et de l'attaquer. Napoléon l'apprend donc au cours de ce mois d'avril, même s'il tente par tous les moyens d'essayer de remettre en place un certain nombre d'actions, en particulier de décisions politiques. Il met fin par exemple à la traite négrière. Il tente aussi de faire accepter ce qu'on appelle les actes additionnels aux constitutions de l'Empire pour faire une politique plus libérale. Eh bien, les troupes sont en train de se mettre en place autour de la France. Et c'est pour cette raison qu'à partir du mois de juin, il lance ses effectifs de manière très modeste, puisqu'il n'a plus du tout les 600 000 hommes qu'il avait lancés, par exemple, en Russie. Et donc, il se lance à corps perdu, tout d'abord contre les Anglais de Wellington, et de l'autre, parce qu'il essaie de les battre séparément, les Prussiens de Blücher. Et donc, comment expliquer cette défaite de Napoléon qui était tout puissant à l'époque ? Alors, cette défaite, elle s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme je le disais, il va tenter, dans un premier temps, de les battre séparément. Ce qu'il fait, le 16 juin 1815, 2 jours avant Waterloo, il le fait dans 2 batailles distinctes. La première, à la bataille de ce qu'on appelle les 4 bras, et de l'autre, à la bataille de Ligny. Aux 4 bras, qui est donc le site où ça se situe, c'est le maréchal Ney qui est à la manœuvre et qui parvient à repousser les Anglais. Et de l'autre, à Ligny, Napoléon en personne parvient, lui, à battre les Prussiens, mais d'une manière comme d'une autre, et surtout dans les 2 éléments, il ne poursuit pas les adversaires comme il aurait dû le faire, et donc ils parviennent à reconstituer leurs forces un peu plus loin, c'est-à-dire vers la route de Bruxelles, et le lieu qui va être choisi, c'est la fameuse bataille de Mont-Saint-Jean, donc à proximité de la ville principale qui est Waterloo. Et donc Waterloo, c'est un symbole donc, de la fin de Napoléon et la fin de ces 100 jours. Vous en avez parlé. Cette fin de ces 100 jours, après, Napoléon est fini ? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, la bataille elle-même va durer pendant toute cette journée du 18 juin. On sait qu'il y a plusieurs mouvements particuliers. En particulier, dans un premier temps, la bataille se fait du côté de la ferme d'Hougoumont. Ensuite, il y a l'attaque de Drouet-d'Erlon, qui est l'un des généraux les plus engagés de Napoléon. Puis ensuite, les charges de cavalerie répétées contre les Anglais. Mais alors que Napoléon pensait avoir gardé à proximité et un peu à distance tout de même les Prussiens avec celui qu'il a envoyé pour les tenir en respect, le maréchal Grouchy, eh bien, les Prussiens parviennent à se reconstituer
et à se réunir aux forces anglaises. Et donc Napoléon est battu, on le sait, à la fin de la journée. Il repart en direction de la France. Il se retrouve 4 jours plus tard à l'Élysée, qui est l'un de ses palais, qu'il a récupéré d'ailleurs de son beau-frère Murat, qui est devenu entre-temps, donc lui le maréchal, qui est devenu roi de Naples. Et donc, comme le palais de l'Élysée appartient à la couronne et que Napoléon s'y sent plutôt mieux qu'aux Tuileries, qui est quand même un peu marqué par le souvenir du retour de Louis XVIII, eh bien Napoléon, le 22 juin 1815, signe pour la seconde fois une abdication en faveur de son fils, le fameux roi de Rome, qu'il veut devenir Napoléon II. Mais à la fois les chambres, les forces politiques et une grande partie même de ceux qui l'accompagnaient le lâche à ce moment-là, et donc il en est quitte pour abandonner une seconde fois donc le pouvoir. Ça ne se fera pas au bénéfice de son fils, donc le petit roi de Rome, qui a alors à ce moment-là 5 ans et qui se trouve d'ailleurs un peu éloigné du pouvoir. Il a 4 ans et demi à peu près, et il est éloigné du pouvoir parce qu'il est à ce moment-là en Autriche avec sa mère, donc Marie-Louise, et avec le grand-père, donc l'empereur d'Autriche. Et donc Napoléon va quitter le pouvoir. Il sera ensuite à Rueil-Malmaison, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont je m'occupe du patrimoine. Et ensuite, il quitte Rueil-Malmaison, donc le château de Malmaison où se trouvait Joséphine autrefois et qui est morte, elle, depuis 1 an. Il quitte Malmaison pour se rendre dans son second exil, qu'il croit être les États-Unis. Mais ça ne sera pas les États-Unis parce que les Anglais maintiennent et gardent l'Atlantique entièrement sur leur domination. Et pour négocier avec les Anglais, Napoléon va tenter des tractations, pensant qu'il est libre de se rendre auprès d'eux pour pouvoir ensuite être transporté aux États-Unis, qui est, je vous le rappelle, à l'époque, la seule démocratie encore en place. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Il est finalement fait prisonnier et il est envoyé à Sainte-Hélène, où il finira ses jours après 1973 jours de captivité. Et donc c'est donc Waterloo, le début de la fin, en tout cas du règne de Napoléon. Il y a plusieurs théories, notamment sur Talleyrand, qui serait donc un traître de Napoléon, et aussi Murat. Alors, est-ce que la bataille aurait changé ? Est-ce qu'on aurait gagné cette bataille si le maréchal Murat avait été là ? Alors déjà, plusieurs choses. La première, c'est que vous parlez de Talleyrand. C'est vrai que le fait que la présence de Talleyrand ait influé sur le sort de cette coalition est indéniable. Il a une grande importance. C'est d'ailleurs lui, au moment de l'Empire, déjà, lorsque Napoléon était encore aux affaires, qui a montré que le pouvoir installé par Napoléon est en train de se fissurer. Et donc, c'est lui qui a, d'une certaine manière, déjà conduit à réorienter la politique européenne. La seconde chose, vous avez tout à fait raison, l'importance de Murat. C'est lui qui avait, le maréchal, en tant que grand chef de cavalerie, qui avait remporté notamment une grande partie de la bataille d'Austerlitz avec son aile gauche auprès de Lannes. Ils étaient 2 personnages très importants et ils avaient décidé du sort, avec le maréchal Davout d'ailleurs, du sort de cette bataille d'Austerlitz. Et à différentes reprises, Murat est un personnage très important. Il galvanise les troupes, il ne craint pas d'affronter les adversaires, il a chargé à Eylau, donc dans différentes reprises. Et là, comme il est encore dans ces terres italiennes, il va beaucoup manquer pour ces charges de cavalerie, qui seront dévolues, je vous l'ai dit, au maréchal Ney, qui n'est pas un cavalier émérite comme l'est Murat, et qui surtout est plutôt chargé, lui, dans un premier temps, c'était le cas notamment en Russie, d'être plutôt à l'arrière-garde. Ce n'est pas un homme d'avant-garde. Et donc, faire contre mauvaise fortune bon cœur, ça va être le cas aussi du maréchal Soult, qui remplace au pied levé le maréchal Berthier, qui est mort depuis quelques jours. Donc tout cela fait que, j'allais presque dire, le casting n'est pas tout à fait idéal, et que Napoléon fait avec les forces dont il dispose, et ça va beaucoup lui manquer, à la fois pour maintenir ces éléments en place, pour galvaniser, je vous le disais, les troupes, et parce qu'il n'a pas d'autres stratèges à ses côtés, comme par exemple aussi, c'est le cas de Davout, dont je vous parlais, qui va rester comme ministre de la guerre, parce que Napoléon craint aussi que les troupes adverses entrent en France, donc il a un ministre de la guerre qui est resté à Paris et qui aurait été très utile pendant cette bataille décisive de Waterloo. Bataille de Waterloo, 18 juin 1815. Je voulais revenir avec vous sur cette Napoléon mania qui continue encore des centaines d'années après. Comment vous l'expliquez, cette fascination pour Napoléon que vous avez ? Elle s'explique pour plusieurs raisons. En tant qu'historien, il faut garder bien sûr de la distance, étudier les textes, les archives, avoir aussi un élément d'analyse tout à fait pondéré, ce qui s'explique parce que c'est notre travail d'analyste des éléments et nous avons les matières pour le faire. Pour ce qui est des passionnés,
il faut bien comprendre, Napoléon, ça résume beaucoup de choses. C'est non seulement l'homme qui s'est fait lui-même, même s'il a été élevé dans des bonnes écoles royales militaires, il n'en demeure pas moins que le destin qui est le sien est hors du commun. Il part d'une ville, Ajaccio à l'époque, qui compte 3000 habitants, et il monte si haut, alors qu'il aurait dû atteindre le grade maximum de colonel, pour devenir général, puis parce que la Révolution le favorise, devenir consul, puis empereur. C'est un destin hors du commun. Et comme c'est un météore, il gagne tout pour tout perdre. Il a tout gagné en 11 ans qu'il a quitté la Corse définitivement, en 1793 quasiment définitivement. Il a tout gagné pour devenir empereur et être sacré ensuite à Notre-Dame, puis se couronner. Et il perd tout après 11 ans après encore, en 1815 à Waterloo. Donc ce caractère hors du commun fascine, à la fois en France, mais surtout à l'étranger. Pour ce côté, je vous disais, alors je n'aime pas le mot, mais self-made man, vraiment, c'est un exemple de réussite, mais aussi d'échec, ce qui donne aussi à réfléchir. Et surtout parce que Napoléon, ce sont des régiments, c'est le prestige de l'uniforme, c'est aussi des réformes, 240, avec la création du Code civil, des institutions comme le lycée, le baccalauréat, qu'on l'on passe en ce moment, et notre chère tête blonde sont en train de travailler là-dessus. Bref, Napoléon, c'est le cadastre, les prud'hommes, c'est des actions militaires, civiles, c'est véritablement les bases de notre société actuelle. Et quand je dis société, c'est française, européenne et même mondiale. Le Code civil a été vraiment une influence importante. Donc tout cela contribue à fasciner, et ce qui explique que, par exemple, le combat de Waterloo, par exemple, en cette fin de semaine, les samedis et dimanches, à Waterloo, au pied de la butte à Braine-l'Alleud, la butte du Lion, seront reconstituées les batailles. Ça va être le cas aussi avec des grandes reconstitutions, de grandes festivités à la fin du mois de septembre à Rueil-Malmaison, où seront organisés le grand jubilé, le 4e jubilé. Donc tout cela contribue à mieux faire connaître à la fois une période, une vie quotidienne, des éléments aussi de destin hors du commun, et qui permettent aussi d'analyser avec beaucoup de recul et beaucoup de distance des caractères et des événements qui nous ont marqués et qui continuent en ce moment de nous marquer. Nous en sommes à la fois les héritiers et les dépositaires. Et c'est aussi pour ça qu'il est autant attaqué par donc une bien-pensance, on va dire, globale pour ce côté homme qui se fait soi-même et qui... Aujourd'hui, il n'aurait plus sa place, Napoléon. Alors, il n'aurait plus sa place dans le sens que vous l'entendez, c'est-à-dire qu'à l'époque où, malheureusement, même si l'on sait que l'histoire et l'actualité nous rattrapent, à l'époque, la diplomatie a très peu de poids encore, et malheureusement, comme je vous le disais, les choses se règlent par l'armée. Donc, pour un militaire, c'est tout à fait naturel, mais souvenez-vous, un chef d'État qui a fait un appel à la résistance, qui a un uniforme, qui est général lui-même, qui permet aussi de reconstituer ses troupes et d'essayer de combattre un adversaire qui est plus important que lui. Tout cela fait quand même penser à d'autres personnages de notre histoire plus contemporaine. Donc, j'allais presque dire, peut-être pas dans ce domaine-là, proprement parlé, où les choses sont peut-être un peu différentes, et encore, mais j'allais presque dire dans d'autres domaines, comme par exemple le monde de l'industrie, le monde des loisirs, de la communication, du sport, on parle souvent du Napoléon II. Eh bien, le Napoléon, par exemple, de l'industrie, le Napoléon de la communication, il en reste parce qu'il y a des phénomènes qui apparaissent, qui parfois peuvent disparaître assez rapidement, mais qui montrent bien qu'ils ont canalisé, galvanisé et autour d'eux permis de rendre possible ce qui n'était pas auparavant. Et Napoléon qui avait dit « Quel roman que ma vie !» Eh bien, ce roman continue aujourd'hui encore d'inspirer et de donner un exemple à un certain nombre de personnes. Napoléon le Conquérant, et vous faites un très beau lien entre les deux 18 juin les plus connus de l'histoire. Merci beaucoup David Chanteran. On rappelle, donc vous êtes historien, vous êtes directeur du patrimoine de Rueil et rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.